Et pour en parler, deux invités dans ce journal. Jean-Christophe Rolland, docteur en droit public et maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Bonjour, bienvenue. Également avec nous à distance, Mathieu Hoc. Vous êtes secrétaire général du Millénaire. Bonjour, merci également de votre présence. Cette pétition contre la loi du plomb, on l'a dit, a atteint le million de signatures en seulement 10 jours. C'est totalement inédit. Que penser d'abord de cette mobilisation citoyenne ? Alors c'est une pétition qui part en plus d'une jeune étudiante, hein, donc ça démontre aussi finalement qu'il y a une détermination dans une partie de la population civile à faire, si vous voulez, respecter un certain nombre de critères écologiques voilà, puisque on revient effectivement sur une interdiction qui avait déjà été prononcée en 2018. Ça va permettre éventuellement, et je pense que c'est la direction qu'on prend, d'ouvrir un débat, mais un débat sans vote. Donc il n'y aura pas forcément aujourd'hui de retour sur la loi. Il restera le Conseil constitutionnel qui se prononcera d'ici un mois. Mais en tout cas, ça traduit quand même ce que disait un des intervenants dans le sujet, une certaine prise de conscience d'une certaine partie de la population sur voilà, ce fameux principe de précaution et puis de sécurité alimentaire. Mathieu Hoc, ça dit quelque chose, cette pétition qui a un succès fulgurant sur les préoccupations écologiques, notamment des jeunes, hein, c'est l'initiative d'une étudiante. Oui, en effet, ce qu'on observe dans le monde agricole, et notamment dans le monde alimentaire, c'est qu'on a une révolution des comportements alimentaires depuis un certain nombre d'années, depuis au moins 2010, avec un ralentissement notamment de la consommation de certains produits agricoles, notamment dans toutes les sociétés occidentales. On observe un déclin de la consommation de viande, un déclin de la consommation aussi de produits laitiers dans une moindre mesure, eu égard notamment à un certain nombre de scandales sanitaires ou environnementaux. On peut penser notamment à l'affaire des sangs contaminés, on peut penser aussi au scandale du chlordécone également, la vache folle également en fait partie. Donc on a une succession, on va dire, de scandales qui ont fait que les Français et les Françaises se sont emparés de leur alimentation en considérant que finalement la carte de crédit, enfin la carte de paiement était aussi un acte et l'acte de consommation était un acte politique. On parle désormais de consommateurs. La difficulté ensuite après, c'est de concrétiser cela dans le débat, comme ça a été dit par le précédent intervenant, dans le débat politique au niveau institutionnel, puisque comme ça a été rappelé, ça fera l'objet d'un débat sans vote. L'idée étant de pouvoir mettre la pression maintenant sur l'exécutif, un petit peu comme il y avait eu lieu sous la question du CPE, la réforme du CPE, du contrat prioritaire d'embauche sous Jacques Chirac, où ce dernier avait promulgué la loi, mais décalé les décrets d'application pour pouvoir faire revoter une autre loi, en l'occurrence d'abrogation. Un débat sans vote donc qui est annoncé, ce sera une première d'ailleurs. 1 million de signatures, est-ce que c'est seulement symbolique ou cela peut avoir aussi un véritable impact, un poids sur le processus législatif selon vous, Jean-Christophe ? Alors, le processus législatif a été, pour l'instant, du point de vue du Parlement, mené à son terme. C'est-à-dire que la loi a été adoptée avec à peu près 60% des députés en dernière lecture. Est-ce que ça peut avoir du poids ? Alors, M. Hoc nous rappelle un peu le processus qui avait eu lieu après le CPE. Et c'est contrat à nouvelle embauche. Contrat à nouvelle embauche en 2006. C'est toujours un petit peu embêtant, si vous voulez, d'attendre ce type, finalement, de renoncement du président, surtout dans la situation dans laquelle on est, avec une Assemblée nationale fracturée et un président qui, bon, certes, il y a encore des gens de son parti dans le gouvernement, mais n'est pas réellement aux manettes. Il n'a pas de majorité présidentielle pour lui. Si un président de la République décide, par exemple, de ne pas promulguer une loi, au nom des 1 million, et puis ça va continuer à monter, à mon avis, parce que c'est un vrai sujet qui semble fédérer, ça revient à lui donner un droit de veto, en fait. Et donc, à contrecarrer, finalement, la légitimité et la délibération du Parlement. Moi, ce que je conseillerais, ce serait d'abord plutôt d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Il n'est pas impossible, je ne sais pas ce que sera... Décision qui est attendue le 10 août. Le 10 août, voilà. Donc oui. c'est dans un délai relativement court, pour voir effectivement s'il n'y a pas des dispositions, et notamment... et pourquoi pas une censure totale de la loi. Alors, autre son de cloche, hein, ce matin, le sénateur LR, Laurent Duplomb, qui a donné son nom à cette loi controversée, qui parle d'une pétition instrumentalisée. Pour lui, ce serait destiné à mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, justement, qui doit s'exprimer le 10 août. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie ? Alors,
D'abord, le Conseil constitutionnel ne se laissera pas instrumentaliser par une pétition. Il va examiner les griefs qui ont été soulevés, notamment par le groupe socialiste qui a déposé cette requête devant lui. Et je pense pas et qu'il y aura la moindre influence de cette, si vous voulez, de cet appel populaire à ce qu'on abroge la loi. Ça, c'est une certitude. L'autre danger, alors instrumentaliser, c'est toujours, il y a un côté toujours un petit peu méprisant, voilà, de penser que les gens ne peuvent pas avoir des réflexions pour eux-mêmes et d'avoir un but pour l'avenir pour eux-mêmes. Bon, évidemment, il est le porteur de la loi, donc c'est un discours qui se comprend. Maintenant, honnêtement, le Conseil constitutionnel sera, à mon avis, absolument sourd et aveugle à ce type d'argumentation. Ce qu'il va regarder, ce sont les griefs soulevés. On va y revenir. On va d'abord écouter Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, parce que cette pétition fait beaucoup réagir. Arnaud Rousseau qui, lui, nous parle de concurrence déloyale, de la différence de traitement entre la France et les pays européens. On l'écoute. L'objectif, c'est de continuer à produire en France une des alimentations les plus sûres au monde, avec des moyens qui nous permettent de le faire. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que ce fameux acétamipride, ce néonicotinoïde dont on parle dans la loi, puisqu'il y a d'autres sujets dans la loi, il est aujourd'hui utilisé dans 26 États membres sur les 27. Seule la France en avait interdit l'accès. Et pour nous, vous comprenez bien, c'est aussi un sujet de continuation de la production, de poursuite de la production. Donc c'est tout l'enjeu, c'est d'essayer de remettre de la rationalité, d'expliquer que, évidemment, nous, comme agriculteurs, nous sommes soucieux de la santé publique, et puis d'ailleurs, nous sommes les premiers utilisateurs, mais qu'en même temps, on a besoin de continuer à avoir des moyens de production. Mathieu Hoc, votre réaction, ça c'est un argument de dire justement pour la rentabilité, pour le rendement des agriculteurs, justement il faudrait que la France soit au même niveau que les pays européens? En fait, il faut reprendre du recul sur la dynamique qui s'est opérée depuis un certain nombre d'années dans le monde agricole. La France est une puissance historique agricole, mais c'est de moins en moins le cas, notamment parce que la France a perdu, et les agriculteurs français ont perdu leur compétitivité, notamment sur le plan de la compétitivité coût, ont perdu des points en fait assez marquants, notamment au sein du marché commun et à l'extérieur du marché commun, donc avec les pays tiers. Mais on va rester sur le marché commun. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique agricole relève d'une compétence du coup communautaire, de la même façon que la politique commerciale. Or, ce que dénonce aujourd'hui Arnaud Rousseau et la FNSEA, et à raison, c'est que le commerce agricole français est déséquilibré par le marché unique en raison de la non-harmonisation de toutes les normes, d'un point de vue social, mais également de normes environnementales. En quelque sorte, pour vos téléspectateurs, c'est qu'on a fait un modèle de pesticide à la carte, puisque le pesticide qui est mentionné dans la loi à l'article 2 de la loi du plomb est autorisé en Europe, comme vous l'avez dit, jusqu'en 2033. Or, le poids des pays, notamment des pays d'Europe de l'Est, dans le modèle agricole européen, a augmenté depuis les élargissements. C'est-à-dire qu'un chiffre qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui, la production agricole des pays de l'Europe de l'Est était de 14% en 2010. Aujourd'hui, elle est à près de 20%. Or, la France, du coup, importe davantage de produits agricoles, notamment de ce type de pays-là, à côté de la complexité. C'est ce que dénonce effectivement Arnaud Rousseau, ce système agricole à deux vitesses au sein de l'Union européenne. Oui, c'est exactement ça. Alors, donc, notamment sur ce produit spécifique, c'est les 26 autres pays de l'Union européenne qui l'utilisent. Et en fait, quand on regarde les conséquences que peuvent avoir, et notamment ça a été le cas depuis l'interdiction en 2018, c'est que vous allez avoir une société à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir consommer bio à un coût évidemment plus élevé, mais ça n'empêchera pas, si vous voulez, la population moins aisée, qui a besoin aussi de consommer, de continuer à acheter ces produits fabriqués ailleurs en Europe et de continuer, si on estime que ce produit est un produit qui empoisonne, de continuer à s'empoisonner parce que les coûts des produits seront moins chers. Donc c'est vraiment... Alors 2033, ça peut paraître assez loin, mais ça montre bien le problème de l'harmonisation des politiques européennes. C'est quelque chose qui doit être décidé
à minima, parce que comme l'a dit Mathieu, il y a aussi... De l'harmonisation et peut-être aussi des progrès de la technique. On sait que les agriculteurs qui sont concernés, notamment ceux qui font de la betterave et des noisettes, estiment qu'il n'y a aucune alternative contre les ravageurs, qu'il faut utiliser absolument ces pesticides pour qu'ils puissent continuer à vivre tout simplement de leur travail. C'est ça. Après, il y a la question effectivement du modèle économique de nos agriculteurs, qui sont déjà en difficulté. Ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une profession avec des suicides, notamment, qui sont assez, en termes de politique de santé publique, qui sont assez inquiétants. Mais ceci étant, l'argument est entendable. C'est-à-dire que là où on se parle, ils n'ont pas, à leur sens, d'alternative. Mais encore une fois, si on revient sur une politique à un niveau plus large et au niveau européen, c'est des choses qui montrent bien en fait le déficit d'anticipation de ces choses-là. Quand en 2004, on intègre dans la Constitution la charte de l'environnement, avec notamment ce fameux principe de précaution, on sait déjà à ce moment-là qu'il y a tout un tas de produits utilisés de manière générale, mais dans l'alimentation en particulier, qui vont régulièrement poser problème. Je pense, dans ce que disent les agriculteurs qui aujourd'hui vivent ça comme un désaveu, puis comme un risque pour leur rentabilité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément, alors de leur point de vue, d'alternatives qui ont été anticipées de ce point de vue-là. Et vous ajoutez à ça la concurrence qu'ils estiment, à mon avis à juste titre, déloyale du reste du marché commun, eh ben ça donne effectivement ce clivage qui naît. 1 million, plus d'1 million, ça sera peut-être 2 millions dans la semaine prochaine, et des gens qui essaient de survivre et de faire perdurer leur modèle économique pour tout simplement vivre. Mathieu Hoc, une dernière réaction? Oui, il faut pas oublier non plus qu'il y a eu une crise agricole en janvier 2024 qui a été portée sur beaucoup de revendications, mais la principale étant la concurrence déloyale au sein du marché commun et et avec les pays tiers, avec cette sensation pour les agriculteurs français d'être désarmés d'un point de vue compétitivité sur le plan de la fiscalité, sur le plan des normes environnementales, sociales, avec la non-systématisation de clauses miroirs, donc des clauses de réciprocité de production qui font que de fait les agriculteurs français ne sont plus rentables. Et un chiffre qui est, pour terminer dessus, le chiffre qui est quand même majeur, c'est qu'on dit souvent que la balance commerciale agricole française est excédentaire. C'est vrai. Mais c'est vrai que si on prend en considération les produits d'exception qui sont compétitifs, peu importe la compétitivité coût, donc peu importe les niveaux de charge, que sont les vins, les spiritueux, et également les produits laitiers, donc les meilleurs fromages français. À l'exception de ces produits-là, toutes les autres filières agricoles, notamment la betterave ou la noisette, sont dans le rouge d'un point de vue commercial. Effectivement, c'est un dernier chiffre à noter et qui est très révélateur de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info.